Il aimait les femmes, le luxe, l'argent et certainement le pouvoir. Puis un jour, il est tombé dans les mailles du filet. Vous allez découvrir à travers ce reportage exceptionnel un parcours étonnant. Celui d'un homme qui, pendant 4 années, a séduit puis escroqué des dizaines de femmes. Un véritable métier. C'est un document exceptionnel et il est signé Lorraine Klein. Très très bel homme, beau garçon, qui endormait un peu tout le monde. Il a beau avoir une jolie figure, c'est un monstre. Il prenait ma carte bleue et tous les matins, il allait au guichet juste à côté et puis il me retirait 200-300 € tous les jours. C'est un petit Arsène Lupin rural. Je pense qu'il n'y a qu'un seul mot, hein. Un escroc, un marchand de rêve, un marchand de sable. Il aime les belles choses. Il a le goût des beaux vêtements, des belles voitures. Je crois qu'il voudrait entendre « je t'aime ». La question, ça serait de savoir de qui. Il se fait passer pour Hugo Taylor, de la famille de John Taylor, famille richissime de la Côte d'Azur. Il roulait en cabriolet. Il me disait qu'il avait des machines à sous qu'il mettait un peu partout, en Espagne. C'était un nom d'un vin que nous vendions au restaurant. Alors là, je trouvais que c'était génial. Malik, il cherchait à louer cet appartement que ses parents lui avaient légué. C'était trop petit pour lui parce qu'il venait d'avoir 2 petites filles, des jumelles. En décembre 2004, Hervé Bouteau est condamné à 5 ans de prison ferme pour une série d'escroqueries commises à Biarritz. Il arnaque, c'est un récidiviste. Il se prend pour une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes. À Montpellier, à Paris et à l'étranger, il s'est fait passer pour un homme idéal aux yeux de ses conquêtes féminines. Toutes ont succombé à son charme. En apparence grand seigneur, il leur offrait des voyages de rêve et des moments inoubliables. Parlant des femmes, lorsqu'il dit que c'est des CDD, des contrats à durée déterminée, il veut dire ni plus ni moins qu'il sait très bien à l'avance que l'aventure va avoir une fin. Ces aventures, pour la plupart éphémères, se terminent en cauchemar. Quand les victimes s'aperçoivent au final que c'est à elles de payer l'addition de dépenses somptueuses, Hervé Bouteau est déjà loin, parti vers d'autres aventures, le plus souvent au volant des véhicules dérobés à ses conquêtes. Vous allez suivre la cavale de cet escroc hors norme. Elle a duré plus de 4 ans. Plusieurs personnages clés ont jalonné son parcours et accepté de témoigner. Comme Sandra, l'une de ses victimes. Son frère, Alan Bouteau. Bruno Bastelica, le policier qui l'a traqué pendant 4 ans. Et surtout Hervé Bouteau lui-même, qui du fond de sa cellule, nous a écrit. Il est utile de savoir que c'est par fainéantise que j'ai détourné autant d'argent, car c'est la chose la plus facile qui s'offrait à moi. Je dispose de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Cette facilité à séduire, à convaincre sans artifice. Pendant 1 an, nous avons correspondu avec Hervé Bouteau. L'enquête révèle une personnalité complexe, instable et, semble-t-il, sans beaucoup de scrupules. Un mythomane prêt à tout pour séduire et s'enrichir. Été 2002, à Port-Barcarès, près de Perpignan. Sandra remarque un nouveau client au café de son père. Sous couvert d'anonymat, la jeune femme a accepté de raconter son histoire avec Hervé Bouteau. Il venait tous les jours boire un café. Petit à petit, il a commencé à parler un peu avec tout le monde jusqu'au moment où il est arrivé jusqu'à moi. Bien comme il faut, bien sur lui, bien habillé, bien cultivé, poli, tout ce qu'il faut pour plaire au papa et à la famille. Manifestement, les victimes sont des jeunes femmes généralement qui cherchent un peu l'homme idéal qui pourrait devenir rapidement le gendre idéal. Hervé Bouteau utilise le pseudo d'Ugo Pellegrini. Il affirme être d'origine italienne et prétend gérer un important parc de machines à sous. Séduit par Sandra, le jeune homme fortuné décide de lui offrir des vacances au bord de la mer. On mangeait tous les jours au restaurant.
Bon, c'était lui qui payait, bien entendu, enfin, ce que je croyais. Et puis voilà, champagne, cotillon et fête à gogo. En décembre, son prince charmant lui offre un voyage de rêve au Portugal. Sandra est à 1000 lieues de se douter qu'en réalité, c'est elle qui paye les billets d'avion, les hôtels et les restaurants. Il me laissait dans un bar. Et puis il me laissait avec les valises et puis il me disait t'inquiète pas, je m'occupe de tout, je vais aller chercher les billets. Puis à ce moment-là, comme il mettait toujours son portefeuille dans mon sac, en prenant son portefeuille, il prenait soin de prendre ma carte bleue. Et il partait comme ça, naturellement. Et puis après, il la remettait de la même façon. Quand il remettait son portefeuille dans mon sac, il remettait ma carte bleue avec. Il a un plaisir à le faire. Il va par exemple inviter madame dans un grand restaurant où il va être servi à passer une excellente soirée. À son insu, il va lui dérober la carte bleue. Il va payer le repas avec la carte bleue de madame qui va pas s'en apercevoir et qui bien entendu va le remercier de cette superbe soirée et de ce repas. Sandra n'est pas la seule à être tombée sous le charme d'Hervé Bouteau. Depuis 2000, ce Don Juan a brisé des cœurs dans la France entière. Bruno Bastelica, capitaine de police à Montpellier, a suivi son parcours à la trace. C'est lui qui y a mis fin il y a 1 an. Il est allé à Paris, Montpellier, la Côte d'Azur, Nice, le Port-Bacarès, Béziers, Agde. Il a fait un peu le tour de France. Cuisinier de formation, Hervé Bouteau trouve facilement du travail lorsqu'il débarque dans une nouvelle ville. Toujours en quête d'une nouvelle cible, une jolie fille fortunée. Il arrive sur la Côte d'Azur et pareil, il se fait engager, ce genre de bar américain où il y a les stripteaseuses qui, dans la soirée, se fait des pourboires. Et le premier soir, il fait cuisinier, le deuxième soir aussi, le troisième, il est dans le lit de la Go-Go Girl et la quatrième nuit, eh bien, il s'en va très rapidement en emportant tous les pourboires, quelques 8000 € quand même. Parmi les autres victimes, une jeune Parisienne qui croit passer un séjour idyllique en Espagne. Une fois sur place, elle déchante. Il décide de mettre un terme à cette aventure-là, à cette escroquerie-là, mais évidemment, il veut tirer un maximum de profit. Donc, il demande à cette jeune femme d'aller louer une voiture. Ils font une centaine de mètres dans la ville et Hervé Bouteau propose à la jeune femme d'aller acheter des cigarettes. Ce qu'elle fait évidemment, et dès qu'elle est sortie de la voiture, bien Bouteau s'en va en gardant la voiture et en gardant aussi son sac à main. Et ça va lui permettre de transformer le permis international de cette jeune femme, qui s'appelait Maria, et le permis va être au nom de Mariano. Ça s'appelle du vol d'une part et de la falsification de documents administratifs d'autre part. Ce sont 2 délits extrêmement graves qui sont réprimés de façon extrêmement sévère par de la prison, plusieurs années d'emprisonnement d'une part et une amende. Avec Sandra, le séducteur va encore plus loin. Son machiavélisme atteint des sommets. Pour gagner la confiance et celle de son entourage, il invente un drame familial. Il m'a dit qu'il avait reçu un coup de téléphone comme quoi son frère venait de mourir dans un accident de voiture. J'étais bouleversée comme lui, j'ai pleuré avec lui, quoi. Pourtant, Hervé Bouteau préfère passer le réveillon avec Sandra plutôt qu'avec sa famille. Sur ces images d'une vidéo familiale, il ne semble pas marqué par la tragédie. Ma famille ne comprenait pas comment lui, il ne va pas soutenir sa famille. Déjà là, ma famille a commencé à avoir des soupçons par rapport à ça parce que normalement, un deuil, ça se passe en famille. 2 jours plus tard, le mensonge prend une nouvelle dimension. Il amène Sandra et ses amis en Italie pour assister à ce qui s'avérera un faux enterrement. Quand on est passé en voiture, il m'a montré le cimetière, qui était bien un cimetière. On a attendu en face, on est dans un café, et puis on l'a attendu, puis il est revenu 1 heure après, quoi. De retour d'Italie, Sandra commence à avoir des doutes. Elle trouve suspect l'excès de générosité d'Hervé Bouteau. Tout, il payait tout, même mes cigarettes. Oui, il payait toujours tout pour pas justement que moi j'ai besoin d'utiliser ma carte bleue. Et tous les matins, il allait au guichet juste à côté et puis il me retirait 200-300 € tous les jours. Sandra est de plus en plus méfiante. Elle va à sa banque pour y consulter ses comptes. Et je lui ai dit, moi maintenant tu vas m'amener à la banque. Parce que moi j'ai envie d'aller dans ma banque. Il me trouvait encore 1001 excuses. Je lui ai dit non, tu viens avec moi à la banque, point à la ligne. Et j'ai fait l'erreur. Mais vraiment, j'ai fait l'erreur de le laisser dans ma voiture le temps que je suis allée à la banque. Ma banquière m'a dit votre compte est dans le rouge et j'ai un chèque de 1200 € qui doit encore passer. Je lui ai dit mais c'est pas possible.
Et là, tout de suite, ça m'a tilté. J'ai tout posé sur le bureau. Je lui ai dit, attendez 30 secondes. Je suis sortie, il n'y avait plus personne. Son banquier lui annonce un solde débiteur de plusieurs milliers d'euros. Hervé Bouteau est ambitieux. Il ne se contente pas de vider les comptes bancaires de ses conquêtes féminines. En 2003, à Montpellier, il rencontre une jeune femme, agent immobilier. Une opportunité qu'il saisit sans attendre. La jeune femme tombe sous le charme. Il se fait passer pour de la famille de Gasparé, de la Voulte Gasparé, et la jeune femme va être séduite, puisqu'il va même l'amener sur les vignobles qui appartiennent bien à la famille de la Voulte Gasparé. Il va raconter toutes sortes d'anecdotes qui vont séduire et convaincre la jeune femme qui va se dire oui, là, j'ai affaire à quelqu'un de la haute, à quelqu'un d'aisé, à quelqu'un avec qui, effectivement, on peut engager beaucoup de discussions. À l'époque, Hervé Bouteau vit, c'est vrai, dans ce domaine, mais dans une petite chambre de bonne, au-dessus de la cuisine. La propriétaire, la vraie, a découvert plus tard la supercherie, avec un certain amusement. Et on s'est régalé finalement avec sa cuisine. Hein. Et ce qui m'a aussi beaucoup amusé, c'est qu'il se faisait appeler par un nom d'un vin que nous vendions au restaurant. Alors là, je trouvais que c'était génial. La jeune femme, agent immobilier, est propriétaire d'un beau duplex dans le centre-ville. En voyage d'affaires, elle n'hésite pas à confier les clés à son nouvel amoureux. Une aubaine pour un roi de l'entourloupe. Il va mettre l'appartement de cette jeune femme en location par le biais d'un listing auprès des agences immobilières, fort en dessous de ce qui est proposé sur le marché de l'immobilier. C'est le rôle de l'agent immobilier de vérifier à la fois l'identité du propriétaire et qu'il soit bien propriétaire du logement éventuellement proposé. Peu exigeants sur les titres de propriété, plusieurs agences proposent l'appartement à leurs clients. Mbaye fait partie des 20 locataires qui pensaient faire une bonne affaire en répondant à l'annonce. Hervé Bouteau s'invente même un métier pour gagner la confiance de ce jeune juriste. Il était spécialiste en droit fiscal. Il m'a appelé vers 19h en me disant que finalement c'est moi qui l'ai choisi. Et pourquoi vous? Parce que moi j'aurais plus de difficultés à trouver un appart vu que je suis de couleur. Ouais. Je l'ai remercié, hein. C'était normal parce que sur Montpellier c'est vraiment difficile de trouver un appart quand même. Donc il voulait faire un geste contre le racisme. Voilà. Rendez-vous le lendemain au café pour la signature du bail et pour la remise de la caution. On a rempli le contrat. Bon, ouais, je lui ai donné 500 € en espèces et 500 € en chèque. Seulement voilà, Hervé Bouteau a signé le même contrat avec Mireille et avec 16 autres personnes. Bonjour. En utilisant le même stratagème. Alors moi, il m'a dit qu'il m'avait trouvé particulièrement sympathique, qu'il aimerait bien me louer l'appartement à moi. Donc il m'a un peu poussé à me décider assez rapidement. Et c'est vrai que l'appartement était bien, donc on n'a pas hésité, on a signé. Le loyer est au-dessous du prix du marché, nettement. Conséquence, les locataires payent sans sourciller une avance en espèces pour boucler l'affaire au plus vite. Déjà se méfier sur une annonce qui va tout simplement nous faire miroiter un prix du mètre carré relativement alléchant. Il faut savoir que quand, dans 90 ou 99% des cas, toute offre alléchante cache forcément une arnaque ou une escroquerie. De retour d'Italie, la petite amie d'Hervé Bouteau, qui lui a laissé les clés de son appartement, découvre que son compagnon a disparu. Elle s'étonne de voir son répondeur saturé de messages. Elle va voir débarquer chaque matin des dizaines de gens qui viennent aménager dans son appartement et qui, évidemment, se plaignent du fait qu'elle reste un peu trop longtemps que ce qui était prévu. En quelques jours, l'escroc empoche près de 18 000 €. Cette arnaque immobilière, il l'a reproduit à plusieurs reprises et dans plusieurs villes. Il m'a dit qu'il cherchait à louer cet appartement, que ses parents lui avaient légué. Et bon, ben, pareil, c'était trop petit pour lui parce qu'il venait d'avoir 2 petites filles, des jumelles. Alors, allez-y, commencez à visiter.
Plein d'énergie, il y avait la machine à laver qui tournait, il disait qu'il était là pour 3 jours, donc il faisait sa petite lessive. Bien habillé, nickel sur lui, il me présente le truc, voilà, c'est moi qui ai tout fait, tel meuble vient de tel endroit, si vous voulez rajouter, ils ont dans la même collection telle chose à tel endroit, vraiment. Il tenait son rôle d'architecte d'intérieur, ça me paraissait logique, quand j'arrive, je vois ça, bon. Il m'explique comment dans la salle de bain, c'est lui qui a fait, comment il a eu l'idée, pourquoi il a fait ça, comme s'il avait tout pensé. Rien n'empêche un locataire de poser la question et demander tout simplement au propriétaire une pièce d'identité et ce qu'on pourrait considérer comme un titre valable, que ce soit une attestation de propriété ou, le cas échéant, la taxe foncière où figurent les coordonnées du véritable propriétaire. Rien ne l'empêche, et rien ne l'interdit surtout, de poser la question au propriétaire. Et là, je vois qu'il y a de la lumière dans l'appartement. Puis je monte, et il y a un couple. Puis je fais, vous êtes qui? Vous êtes qui? Moi, je suis nouveau locataire. Ah, nous aussi, ils me font. Je crois qu'il y a un souci, vous vous êtes fait avoir, nous aussi. Je lui dis bonjour, vous me reconnaissez? Oui, je vous reconnais, comment allez-vous? Vraiment comme si on était amis. Et donc je commence à dire, je le félicite quand même pour ce qu'il a réussi à faire, parce que c'était vraiment fort, il a bien tenu son rôle. Et là, il part vraiment me dire, vous avez vu, j'ai été bon, je suis quand même fort. C'est vraiment, je suis fier de moi, mais je lui fais, mais vous croyez que ça va durer combien de temps cette histoire? Il me fait, oh, vous savez, c'est comme au casino, tant que je gagne, je joue. Il faut qu'il brille, c'est l'escroc. L'escroc, il doit briller dans toutes ses formes. Il a besoin d'être perçu comme quelqu'un de très brillant, de très compétent, et il ne peut pas s'en empêcher, puisque c'est son quotidien. Il s'entraîne même pour ça, et quelque part, il a une jouissance de jouer ces rôles-là. Pourquoi Hervé Bouteau a-t-il une telle soif de reconnaissance? L'argent est-il sa seule motivation? Son cadet Alan témoigne et nous éclaire sur la personnalité de son frère. Il a dit à mes parents, je vous vois travailler comme ça pour rien, quoi. Je vous vois travailler dur pour tout le temps payer et ne pas profiter. Et moi, il m'a dit qu'il ne voudra pas, il préférera vivre jusqu'à 25 ans et vivre bien, c'est-à-dire ne pas travailler, profiter. Il veut bien vivre. Quand ça réussit et puis qu'on voit qu'on a de l'argent en très peu de temps et des grosses sommes d'argent, c'est sûr que c'est toujours satisfaisant. Et on a envie de le refaire, après c'est un cercle vicieux. Depuis 1 an, nous correspondons avec Hervé Bouteau. Derrière les barreaux, pour expliquer son comportement, il évoque un mensonge familial. Je suis né sur un malentendu. J'ai appris que mon père n'était pas mon père. J'avais 11 ans. Et par conséquent, l'ensemble du monde qui m'entourait était tout aussi utopique que le reste de mon existence. Nous avons fait lire quelques-unes de ses lettres à Jean-Pierre Winter, psychanalyste à Paris. Selon lui, les rôles et les vies que s'invente Hervé Bouteau sont intimement liés à une crise d'identité. C'est roman contre roman. C'est-à-dire on l'a fait vivre dans un roman, et lui, il a substitué à ce roman un autre roman qui lui plaît plus, où il a un rôle un peu plus valorisant et où il peut jouer d'une certaine image. Quelle est la vérité de la vie d'Hervé Bouteau qu'il veut cacher surtout? Ou quelle peut être la vérité? C'est que très probablement, c'est qu'il est personne. S'il dit qu'il est avocat, il trouvera les mots pour vous faire croire qu'il est avocat. S'il dit qu'il est chef cuisinier, voilà, il arrive à rentrer dans le personnage. C'est un caméléon. Plusieurs victimes remarquent sa passion pour le luxe et les grandes marques. Autant de signes d'un statut social qui n'est pas le sien. Il m'a dit que quand il venait à Paris, lui, ce qu'il aimait, c'est retrouver ses amis, c'est aller faire la course. Il m'a dit qu'il possédait une voiture de luxe et que c'était faire la course sur les champs, acheter des chaussures de marque, de grandes marques. D'ailleurs, il me les a montrées. Il était tout fier, c'était sa dernière acquisition. Comment un homme qui a fait si peu d'études parvient-il à se glisser dans la peau d'un homme riche et cultivé? Il pourra très bien vous parler et être concentré sur ce qu'il va vous dire et avoir les oreilles partout, écouter la table d'à côté ce qu'elle dit, ou les yeux partout.
analyser tout le temps. C'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui possède un vocabulaire, plusieurs niveaux de langage. Il est capable de parler sur le plan administratif, sur le plan bancaire avec ses interlocuteurs. Hervé Bouteau jongle avec les identités et s'invente des dizaines de vies plus romanesques les unes que les autres. Sa vie reste celle d'un falsificateur, celle d'un solitaire. Le but est justement de mentir quotidiennement, donc il ne peut pas avoir de confident tant qu'il reste un peu dans la clandestinité. Pour cet escroc hors pair, le plus difficile n'est pas de trouver de nouvelles proies, encore moins de les arnaquer, mais de partir au bon moment, une fois son forfait accompli. D'autant que de nombreux services de police sont à ses trousses. Dans un instant, la suite de notre grand document. Peu à peu, l'étau se resserre sur le gentleman arnaqueur. Un inspecteur décide de faire de son dossier une affaire personnelle. Si je croyais qu'il arrêtait ses escroqueries, eh bien je ne ferais pas ce métier, je ne serais pas policier. Notre Casanova des temps modernes poursuit sa cavale. Trop sûr de lui ou simplement inconscient, Hervé Bouteau va commettre une erreur fatale. Quand il se rend à ce rendez-vous, qui est un traquenard, il n'y avait aucune nécessité qu'il s'y rende. Et pourtant, il y va. Ne manquez pas la suite de cette enquête haletante dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'incroyable histoire d'un escroc hors norme. Maître de l'imposture, il use et abuse de ses charmes pour escroquer ses nombreuses conquêtes. Voici la suite de notre document. À force de multiplier les arnaques, Hervé Bouteau est activement recherché par les services de police de plusieurs grandes villes. Pendant l'été 2003, il cherche un endroit tranquille pour se mettre au vert. Il voyage en vélo et tombe sur le paisible village de Cessenon. L'unique restaurant du village est à la recherche d'un cuisinier. Il se porte candidat. Très très bel homme, beau garçon, qui endormait un peu tout le monde. Les propriétaires du restaurant sont les parents d'une jeune et jolie fille. Il la séduit. Le couple s'installe. Du coup, Hervé Bouteau n'a même plus de loyer à payer. Tout le village tombe sous son charme. Même monsieur le maire gobe ses mensonges au pied de la lettre. Il avait un père qui était à l'étranger, qui avait beaucoup d'argent, une mère qui également avait pas mal d'argent et qui de toute façon devait l'aider sans difficulté pour acheter son fameux restaurant, pour lequel éventuellement j'allais participer pour trouver un lieu, et je me disais pourquoi pas à Cessenon, tiens, une petite table sympa, compte tenu qu'il avait des bons petits plats, ça permettrait d'agrémenter un petit peu l'aspect touristique du village. Hervé Bouteau travaille au restaurant pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où sa compagne décide de lui offrir un voyage aux Caraïbes. Elle n'imagine pas qu'il y est activement recherché pour d'autres escroqueries. Mais le playboy n'a pas le choix. Toujours fidèle à son mode opératoire, il disparaît tranquillement en pleine journée. Le jour où il est parti, mon épouse l'a croisé avec la valise. Il prenait donc la voiture de sa copine. Elle lui a dit 2 mots, il lui a dit bonjour. Il est parti comme si rien n'était, mais véritablement comme s'il allait à Béziers. Il a même dit qu'il allait chercher sa copine qui travaillait à ce moment-là à Béziers. C'est un petit Arsène Lupin rural. Cette disparition subite aurait pu finir comme toutes les précédentes. Seulement voilà, parmi les villageois de Cessenon, il y a un capitaine de police basé à Montpellier et qui passe tous ses week-ends dans son village natal. Habituellement, il enquête sur des homicides, mais il va faire du dossier Bouteau une affaire personnelle. J'ai appris dans le village que le cuisinier était parti de façon un peu fort peu courtoise et qu'il avait abandonné la jeune femme avec qui il était. Et dans mon village, on m'a dit c'est pas la peine d'avoir un flic dans le village s'il y a des escrocs qui s'y baladent pendant des mois entiers. En mars 2004, le séducteur commet une erreur fatale. Il reprend contact avec sa dernière conquête, la fille de ses patrons restaurateurs. Est-ce par remords ou par amour?
Hervé Bouteau téléphone à son ex-copine de Cessenon à plusieurs reprises. Le couple décide de se revoir. Mais comment un escroc si rusé peut-il s'imaginer que son téléphone n'est pas sur écoute? Rouge, intérieur violet. Quand il se rend à ce rendez-vous, qui est un traquenard, il n'y avait aucune nécessité qu'il s'y rende. Hein, et pourtant, il y va. Le 30 mars 2004, Hervé Bouteau donne rendez-vous à sa fiancée dans un café près de Béziers. Bruno Bastelica et son équipe s'invitent aussi. Hervé paraît calme et confiant. Ça ne l'a pas empêché de tenter sa dernière carte et il s'est présenté comme Mariano qu'elle avait interpellé. Et puis quand il a vu évidemment qu'on le connaissait, il a laissé tomber, il n'a pas insisté. Lors de sa garde à vue, Hervé Bouteau se livre. Un retour brutal à une réalité qu'il a fui pendant plus de 4 ans. Un escroc, pour nous, c'est un mets délicieux dans le travail. Un escroc de l'envergure de Bouteau, hein, je répète, on n'a pas affaire à ces escrocs de bas de gamme là, qui dépouillent les vieux. Nous, en fait, nous sommes un peu ses confesseurs. Le seul moment où il a l'occasion de dire la vérité, de se défouler, de parler, de vider son sac, c'est quand il est interpellé et qu'il explique dans ses moindres détails, avec des anecdotes pas possibles, qui sont intéressantes, d'ailleurs plaisantes, ce qu'il a fait. Son portefeuille, utiliser sa carte bleue toute la matinée. À un certain moment, s'il ne veut pas devenir fou, il faut qu'il reprenne contact avec la réalité. À ce moment-là, la réalité, c'est la prison. En septembre 2004, Hervé Bouteau a été condamné à 18 mois de prison ferme pour les escroqueries commises à Montpellier. En décembre 2004, il a ajouté 5 ans et demi à son palmarès judiciaire. Enfin, au mois de mars dernier, l'escroc écope de 10 mois ferme pour ses arnaques immobilières à Paris. Les juges ne lui ont pas fait de cadeau, mais comme pour aggraver son cas devant les tribunaux, le bourreau des cœurs n'affiche aucun remords. Il nous a expliqué qu'avec les femmes, il avait des relations de CDD. Il regrettait rien. Oui, il était assez fier, assez sûr de lui, très charmeur. Même avec le procureur, on a vu qu'il essayait de jouer de son charme, mais ça n'a pas marché. Procureur femme. Ouais, ça n'a pas marché. Mais vraiment, bon, les victimes essayaient de le regarder. On pensait qu'il allait avoir peut-être un peu de remords dans ses yeux, voir que c'était que des étudiants pratiquement, ou des jeunes femmes très jeunes. Mais non, pas de remords, rien du tout. Hervé Bouteau est-il capable de changer? Les avis sont partagés. Ce serait plutôt un hôpital qu'il lui faudrait. Un bon hôpital où il pourrait l'aider, quoi. Je crois qu'il cherche vraiment à être aimé. La question qui reste en suspens et qui n'est pas résolue mais qui est très importante, ça serait de savoir de qui. Même lui, il me dit c'est comme ça. Je suis un arbre tordu, je le resterai. Il faut presque le récompenser, quoi. Plutôt de le condamner. Moi, c'est mon point de vue d'homme, hein, disons, par rapport aux femmes, quoi. Si je croyais qu'il arrête ses escroqueries, eh bien, je ne ferais pas ce métier. Je ne serais pas policier. Quant au principal intéressé, voici comment il voit son avenir. Je vis mon arrestation comme une défaite au goût de victoire, car je pense que la vie est en train de faire de moi celui que j'aurais voulu être. Je pense avoir compris certaines choses grâce à la vie que j'ai eue. J'ai compris que presque tout est à vendre. Mesdames, laissez-vous séduire par des Don Juan, les beaux discours d'amour, les belles paroles, mais les Casanova, fuyez-les, en général ce sont des escrocs, ils vous piqueront votre pognon.